mettre un peu de lumière, ça serait parfait. Hein. Gauche, hein, là. À gauche. Je sais. Le problème avec Gérard Courant, c'est qu'il sait jamais quand ça tourne. Et là, ça tourne, merde. Alors, Ah, ça tombe sur toi, dis donc. Le dérapage.
Joseph, est-ce que tu te souviens du 22 janvier 1976? Oui, je m'en souviens. C'est le soir où on s'est rencontrés. Et c'était où cette rencontre? Eh ben, c'était juste en face. À l'époque, la FJC Saint-Michel, où le collectif Jeune Cinéma organisait une projection hebdomadaire. Je ne sais plus quel jour de la fin, c'était un lundi peut-être. Oui, c'était un lundi. Oui. Oui, voilà. Donc tous les lundis, je crois, on faisait des projections. Je me souviens plus du programme de ce soir-là. Moi, je vois vaguement un film en noir et blanc. Je me dis peut-être un What Amazing You de Bobette Mangold, mais je me souviens que j'étais tellement parlé de tellement intérêt ce soir-là que dans mon souvenir j'avais l'impression que c'est le film qui avait été projeté ce soir-là. Mais tu m'as dit que non, ce film n'avait pas été projeté. Oui, parce que moi j'ai pas souvenir du film qui était projeté ce lundi 22 janvier 1976. Je pense pas que c'était le film de Bobette Mangold. Je pense que c'était un film entre guillemets moins coté, tu vois, plus anodin, disons. Ouais. Et donc quand tu m'as parlé de Hôtel Montré, en me disant que c'était le film le plus extraordinaire que tu avais vu de toutes ces dernières années, Là, oui. j'ai sauté sur place, j'ai frétillé, parce que à l'époque j'alternais ma vie entre Dijon, où j'étais encore étudiant, et Paris. Je m'occupais du ciné-club universitaire et je présentais peut-être le lendemain ou le surlendemain Hôtel Montré au ciné-club. Et c'est un film que je défendais très fort et je pensais presque être le seul à le défendre de cette façon-là. Et qu'est-ce que je vois? Une sorte d'alter ego qui me défendait encore plus que moi, parce que là tu me disais c'est le meilleur film que j'ai vu de ces dernières années. Oui, c'est vrai, oui. Et je n'ai pas changé depuis de la vie. C'est un des... Avec l'année suivante, Salomé Théo Hernandez, c'est le film qui m'a le plus marqué à un niveau esthétique dans les années 70, avec quelques autres bien sûr aussi. Donc pour moi c'était important. J'étais content aussi de rencontrer quelqu'un qui connaissait Hôtel Monterrey, parce que c'était... Bon, Garmin commençait à être un peu connu, c'est l'année où allait sortir News for Home qui a la même structure que Hôtel Monterrey. C'était je crois même que le mercredi suivant sortait Jeanne Dillman, qui avait été présentée au Festival de Cannes en 1975, oui. Que j'avais découvert au Festival de Cannes. Ah, c'est le mercredi suivant. Et je crois que c'était le mercredi suivant, donc elle était à ce moment-là dans l'actualité. Ah oui, complètement. Je me souviens que dans Le Monde, il y a eu vraiment un grand article sur ce film-là, en disant que c'était vraiment un film très important. Et donc dans cette séance où il y avait, je me souviens, très peu de monde, peut-être une dizaine de personnes, donc la séance a dû peut-être se finir vers, je ne sais pas, 10h du soir. Et je sais que je rentrais à Dijon ce soir-là, et donc tu m'as raccompagné jusqu'à la gare de Lyon, donc on a pris les quais. On a longé les quais, ça je me souviens très bien. Et là, tu as commencé à me parler d'une chose que j'ignorais en fait. Est-ce que tu te souviens de cette chose-là? Je me souviens que je t'ai beaucoup bien sûr parlé d'Hôtel Monterrey, et j'ai dû te parler de ce que je faisais, c'est-à-dire de la pratique du Super 8. Voilà, parce que je connaissais le Super 8, j'avais même fait quelques films en Super 8 en 1970 au lycée, avec des copains de l'école, mais je ne pensais pas du tout, disons naïvement, bêtement, qu'on pouvait faire des films en Super 8. Ça m'était pas venu à l'idée. Et toi, tu as commencé à me parler de ton activité de 68, je sais pas, de Super 8A. Super 8A. Et de 68A. 68A, j'ai jamais cherché à l'être, j'espère que je suis jamais devenu. Donc tu m'as parlé de tous les films que tu faisais. Je ne sais pas si tu te souviens, tu avais un enthousiasme absolument incroyable. Enfin, je sais dire que à l'époque, je faisais ce que je tournais depuis le début de ma pratique du Super 8, le journal filmé. Et je faisais quelques fictions que je prenais très au sérieux, mais en réalité aussi, à cette période-là, j'étais en train de m'apercevoir que le Super 8 était autre chose que ce que je croyais, c'est-à-dire que moi jusque-là, c'était en attendant de faire du vrai cinéma, entre guillemets, et je m'apercevais que le Super 8, le vrai Super 8, le vrai cinéma, était mon journal ou un film sur mes grands-parents qui allait être projeté à la Cinémathèque quelques temps plus tard. Qui était la première projection Super 8 à la Cinémathèque, puisque Henri Langlois disait à l'époque le Super 8 était l'avenir du cinéma. Donc je connaissais quelqu'un qui s'appelle Joël Valls, qui l'avait pris au mot, et Langlois lui avait donné carte blanche pour organiser cette séance. Et Valls était venu chez moi, alors je lui ai montré tous les films que je prenais au sérieux, c'est-à-dire les fictions
qui en réalité étaient des pâles imitations du 35. Et puis ça lui disait rien, puis en désespoir de cause, je lui dis écoute, j'ai un petit film sur mes grands-parents, comme ça. Alors là, il était enthousiasmé, et à partir de ce moment-là, ma réflexion sur la valeur du Super 8 a changé. Et c'était aussi l'époque où il y avait beaucoup de festivals, puisqu'il venait d'y avoir celui au cinéma olympique le mois de décembre précédent. L'année d'avant, il y avait eu ce festival de l'Espace Cardin, et celle d'avant, en décembre 73, le premier festival au Randlag, où on avait découvert vraiment que le Super 8 était un moyen d'expression extraordinaire dans tous les mouvements de l'après 68. Oui, oui. Alors, là, pour resituer les choses, il faut dire que lors de notre première rencontre, je n'avais pas encore fait de film. Tu avais déjà fait du Super 8, puisque tu... Je ne considérais pas que c'était des films. Et donc, le premier vrai film que je pensais avoir fait, c'était Je l'ai fait presque un an plus tard. Peut-être que tes vrais films sont ceux que tu as fait en Super 8 en 70. Hein. Peut-être. Ah oui. Là, tu commences en 76, si je peux me permettre. Alors donc, c'était pour en arriver, pour dire que je considérais évidemment que je n'avais jamais fait de film, et que c'est un peu à cause de gens comme toi, et j'ajouterais Théo Hernandez, que j'ai découvert 6 mois plus tard au Festival de La Rochelle. Moi, j'ai découvert un an après, en 77, à la porte de la Suisse. Je pense que c'était la porte de la Suisse. Ah bon, alors. Parce que je suis allé à La Rochelle aussi, sinon j'aurais découvert déjà Hernandez, je pense. Alors c'est peut-être en 77 que 77. Pour moi, c'est très précis. Ah ouais. Février 77 par là. Alors c'est à cause de gens comme Théo Hernandez et toi que je me suis mis à faire du Super 8. Et si je n'avais pas rencontré des gens comme vous, je ne sais pas si j'aurais pu faire les cinématons. Parce que c'est vrai, les premiers cinématons ont été réalisés en 16 mm, les 9 premiers. Et puis, donc au bout de 2 mois, j'ai pu m'acheter une caméra Super 8 et j'ai filmé tous les cinématons à partir de ce moment-là en Super 8. Et je sais que je n'aurais jamais pu continuer à faire les cinématons en 16 mm. C'était beaucoup trop lourd, c'était une machinerie beaucoup trop, trop lourde, tout simplement. Ça leur a été encore plus aujourd'hui. C'est un grand luxe aujourd'hui pour le français. Bien sûr. Non, mais écoute, tu vois, je ne savais pas que notre rencontre avait été aussi déterminante de ce côté-là. C'était, alors bon, ça c'est une petite parenthèse, mais c'était ça qui était intéressant dans ces projections, notamment du collectif Jeune Cinéma, mais il y en avait quelques autres aussi, organisés par Martedi, par Dominique Noguez. C'était que ça nous permettait de voir des films qu'on n'avait aucune chance de voir ailleurs. Bon, ça c'était déjà la première chose, la chose la plus importante. Mais à mon avis, il y avait une chose au moins aussi importante, ça permettait de se rencontrer. C'est-à-dire que les spectateurs qui venaient à ces séances-là, c'était tous des cinéastes ou des futurs cinéastes, pratiquement, en grande partie. Et donc il y avait une sorte de brassage, des échanges. Moi, beaucoup de gens que je connais encore aujourd'hui, je les ai rencontrés dans ces projections-là. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a une chose en tout cas que j'aurais été très loin de penser ce soir-là, c'est que 25 ans et un jour après, je serai là avec toi en train d'en parler, tu vois. Ah ben moi ça ne m'étonne pas. Parce que pour moi, tu es pratiquement la seule personne de ma génération que je vois encore régulièrement dans cette pratique du cinéma. À l'époque, je connaissais beaucoup de monde et c'est ça qui est étonnant dans la vie, c'est le destin, quoi. Et je trouve ça génial parce qu'on ne sait jamais. Une simple rencontre comme ça faite un soir, je me souviens très bien de cette promenade. Moi aussi, elle m'a marqué, mais je n'aurais pas pensé que des dizaines d'années plus tard, d'abord, je serais encore en train de faire des films en Super 8 et que j'en vivrais. Et que, bon, peut-être vaguement, mais surtout que je te verrai autant. Tu vois, moi, je suis un fidèle en amitié. Moi aussi, donc, ça, c'est les bonnes surprises de la vie, si je peux dire. Tu vois, c'est vrai que la vie, au bout d'un certain nombre d'années, elle sélectionne, c'est-à-dire que il y a des gens avec qui on était amis, et puis un jour, comme ça, on ne sait pas pourquoi, on les voit de moins en moins souvent. C'est peut-être inconscient, et bon, on sélectionne, mais je m'aperçois que beaucoup de gens comme ça que j'ai rencontrés à mes débuts à Paris, comme par exemple Dominique Noguez. Je l'avais rencontré, je me souviens, c'était en mai 1976, dans un petit restaurant tout près d'ici, dans une petite rue du quartier latin, grâce à Marcel Mazet. Et donc je me souviens de la conversation que j'avais eue avec Dominique Noguez. Donc lui, il n'allait plus au Festival de Cannes, donc je lui avais raconté le Festival de Cannes. Il était surpris qu'on puisse y voir des films
différents, expérimentaux. Oui. Pour lui, c'était impensable. D'ailleurs, 3 ou 4 ans plus tard, je suis allé avec Yves-Marie Rollin et Vincent Toledano présenter des films en Super 8 à Cannes, dans la section Perspective du cinéma français. J'y étais. Et oui. Je te vois dans le cadre. Tu vois pas ma mallette? Si, un petit peu. Ouais. Parce que je filmais. D'accord, merci. Je dansais sur le trottoir. J'ai commencé les cinématons le 7 février 1978. Les 9 premiers sont en 16 mm. Et à partir d'avril, j'ai tourné en Super 8. J'ai projeté les premiers cinématons, ceux qui sont en 16, lors du week-end du 1er mai à Avignon et à Rennes. Et la première projection parisienne a eu lieu fin juin, donc 1978, au cinéma Palais des Arts, qui est juste à côté, au 102 boulevard de Sébastopol. Donc si on fait les calculs, ça faisait 2 ans et demi qu'on se connaissait. Et donc, comme tu n'étais pas à Rennes et comme tu n'étais pas à Avignon, c'était la première fois de ta vie que tu voyais les cinématons. Oui, c'est la première fois de ma vie que je voyais des cinématons. Et là, j'ai vu quelque chose que je voyais rarement, c'est-à-dire un produit pur jus 100% Morlock. Et j'ai décidé que je te donnerais un prix Morlock. En plus, il y avait un film, je crois, qui s'appelait Rasage. Et en réalité, officiellement, je crois que je te l'ai donné pour Rasage, en fait. Mais les cinématons devaient être inclus dedans. Et tu m'as dit, parce que moi, tu sais, les Morlocks, c'est quelque chose où c'est une mémoire flottante, puisqu'il n'y a pas de traces. Les seules traces sont les témoignages, donc c'est totalement contradictoire. Et tu me dis que c'est là où je te dis que tu avais le prix Morlock. Et moi, je me souviens surtout que je te l'ai donné la première fois en allant à La Rochelle quelques jours plus tard, peut-être même le lendemain, puisque
dans mon journal d'été madrilène commence sur le voyage à La Rochelle. Et je crois que c'est autour du 29 juin 1978, donc vraiment très peu de temps après cette projection. Et d'ailleurs, tu es dans le premier plan du journal. Nous sommes arrêtés pour déjeuner à Tours, je crois. Pour dîner. Et sur la table du restaurant, j'ai griffonné ton prix Morlock sur une nappe tachée de graisse, enfin bon. Et donc j'étais remis de façon tout à fait formelle quelques jours plus tard à La Rochelle. Ce qui est filmé également dans l'été madrilène. Donc voilà, donc dès la première fois où j'ai vu tes cinématons, j'ai compris que c'était un film Morlock, 100% labellisé, norme Morlock, NM. Et moi, à l'époque, je ne savais pas ce qu'étaient les Morlocks. Donc, Et je ne savais pas qu'un jour tu ferais un putsch et que tu m'entraînerais dans un triumvirat et que tu ferais, avec toi et quelques acolytes dans Vincent Toledano, vous feriez d'une blague de potache une académie. mais alors, pourquoi j'ai eu le prix Morlock? Tu dis c'est un pur produit, pur jus, pur sucre Morlock. C'est un peu, c'est difficile, toujours un peu difficile à expliquer. Je dirais que c'est quelque chose à la fois complètement terrien et totalement fou, qui est dans le dérisoire, dans le quotidien, dans le hors-norme, en même temps dans une vérité absolue. Être Morlock, c'est à la fois avoir les pieds sur terre, la tête dans les nuages, ou l'inverse. C'est plus... quelqu'un se casse la gueule, ça peut être Morlock, s'il se casse la gueule d'une certaine manière, voilà. Donc dans un quotidien. Mais bon, c'est la seule chose que je puisse te dire, tiens, un tel est Morlock, un tel n'est pas Morlock, je ne peux que te le montrer. Et puis c'est à toi de te le voir. C'était pas moi qui étais Morlock. Tu as donné un prix Morlock à un film, enfin à deux films. Oui, parce que d'ailleurs, le premier prix Morlock, j'ai inventé le prix Morlock pour Hôtel Monterrey, qui, en y regardant de près, n'est pas si Morlock que ça, selon certains critères. Mais je ne sais pas pourquoi, comme j'ai décidé d'inventer un prix, je l'ai appelé Morlock comme ça, parce que c'est peut-être le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Et après, j'ai continué d'une façon tout à fait ponctuelle de ce que je fais toujours. Donc effectivement, c'est le film qui me semblait, c'est le film en lui-même qui me semblait Morlock avant tout. Il y a des prix Morlock dont les réalisateurs ne sont pas forcément Morlock dans leur comportement, mais toi oui. À l'époque, je m'en suis pas bien rendu compte, mais c'est au fil du temps, même assez rapidement, sûrement, que j'ai compris que tu étais aussi Morlock que ton film. Ce qui est logique, bien sûr. Pourquoi les cinématons étaient Morlock? Ça, c'est le Morlock. J'arrive. Pourquoi les cinématons étaient Morlock? Je te suggère de tourner ta caméra vers le trottoir et inévitablement, tu vas voir plein de scènes Morlock qui vont se produire. Pourquoi les cinématons étaient Morlock? Sont Morlock. C'est un défi au temps, c'est le règne, la victoire du dérisoire. C'est dans la durée aussi, dans l'interminabilité des plans, du plan cinématon. Et puis il y a des vrais Morlocks dedans, comme Noël Godin. À l'époque, il n'y avait pas Noël Godin. Non, mais après, si tu veux, il y a quelques cinématons qui sont extrêmement Morlock.
C'est un sens du dérisoire. Mais je crois que quelque part, c'est quelque chose que je préfère pas expliquer parce que ça n'a pas besoin d'être expliqué, c'est une sensation. On est ou on n'est pas Morlock, tout simplement. Non, parce que moi j'étais allé projeter tranquillement mes cinématons au Palais des Arts. Et puis là, on me colle, je sors de la séance et je me retrouve collé d'une étiquette Morlock. Alors que je vivais paisiblement, je ne demandais rien à personne, je voulais être tranquille dans la vie. Tu es sûr? Ça, c'est terrible pour moi, là, ce qui m'est arrivé ce jour-là. Et t'es pas sorti de l'auberge, mon pauvre ami. Hein. Parce que déjà, je vivais paisiblement. Début 1976, je rencontre un énergumène à la LJC Saint-Michel. Bon. Et 2 ans et demi après, donc... non, parce que... tu vois, il faut se mettre à la place de ce pauvre néo-parisien que j'étais. J'aspirais à une certaine tranquillité d'esprit. Et alors? D'être pris Morlock, ça donne des responsabilités. Regarde, une scène Morlock, regarde. Ça donne des responsabilités d'être Morlock, je te signale. Oui, tout à fait. Bah, c'est un choix que tu as fait parce que je te dis, tu as fait un putsch. Et ça, c'était déjà Morlock, si tu veux, faire des putschs. Alors, si par exemple, je n'avais pas fait les cinématons, imagine que j'ai fait d'autres films, ou pas de films du tout, est-ce que tu penses que quelqu'un aurait fait les cinématons? Je n'ai jamais pensé à ça. Non, je crois pas. D'ailleurs, ça aurait été différent, forcément différent. Je crois que ce qui nous lie aussi, toi et moi, c'est qu'on a 2 travaux en continu que très peu de cinéastes font. C'est-à-dire, toi le cinématon, moi le journal. Et ça, et c'est peut-être pour ça que tu es la seule personne de ma génération que je vois encore régulièrement. Et je crois que c'est important d'avoir quelqu'un avec qui a partagé des souvenirs d'anciens combattants à un moment donné. Parce que bon, j'ai beaucoup côtoyé des gens plus jeunes, mais on n'a pas les mêmes expériences forcément. J'ai jamais pensé à ça. C'est une telle évidence que ça ne m'a jamais effleuré l'esprit ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Je crois que ça n'aurait pas existé tout simplement. Et j'en suis même persuadé. Oh, il y a une scène qui vient de se produire, il ne sait même pas. Il vient de laisser tomber un pantalon qu'une dame lui a ramassé gentiment. Là, je te raconte des petites scènes off, comme ça. Pourquoi tu penses que quelqu'un aurait pu faire des cinématons Ah non, moi je pense pas, non mais... Bah, moi non plus. Je te dis, j'ai jamais pensé. C'est tellement lié à ta personne que... Je suis en train de penser que dans Cinématon, il y a plusieurs lettres de ton nom. C'est un faux anagramme. Dans Cinématon, il y a C comme courant. Dans le journal, il y a J comme Joseph. On fait ce qu'on peut quand on boit un kir. Hein. Les Lyonnais. Dijonais. Le chanoine kir que j'ai connu. Tu vois, l'inconscient qui a joué. J'ai pris une boisson dijonnaise. Non, à Lyon, c'est le Beaujolais. Le chanoine kir. Et à Dijon, c'est le chanoine kir. Ah non, bah non, Dijon, c'est le chanoine kir, bien sûr. Est-ce qu'à ton avis, Cinématon est un film démocratique? Il est peut-être tellement démocratique qu'il n'est pas du tout. Non, c'est un film totalement stalinien. Tu penses que Cinématon est un film stalinien? Oui, c'est le culte de la personnalité. Comme le journal est un film stalinien aussi. C'est le culte des personnalités. Mais c'est pas mal parce que ça laissera une trace. Je pense que c'est un ethnologue des siècles à venir, des millénaires à venir, veut savoir ce qui s'est passé à la fin du XXe siècle et au XXIe siècle. Les cinématons seront le meilleur exemple qu'il puisse avoir.
un cinématon raconte la vie d'un personnage. C'est une véritable entreprise de psychanalyse collective. Toi, tu penses qu'il y a un rapport entre la psychanalyse et le cinématon? Écoute, je ne connais rien de la psychanalyse. Je me souviens que j'ai assisté j'étais dans la salle d'attente des cinématons faits chez Jacques Dutoit en 1981, je crois. 82. Et ce qui m'avait frappé, c'est que les gens attendaient comme s'ils allaient à une séance chez le psy. C'est-à-dire qu'ils entraient, la porte se fermait, on savait qu'en plus il y avait un divan dans son bureau, je crois bien. Et les gens sortaient dans un tel état que j'avais l'impression d'être dans une salle d'attente chez le psychanalyste. Et là j'ai compris la fonction. Je ne crois pas que le cinéma est une thérapie. Dans les cinématons, il y a une fonction révélatrice de l'inconscient. Enfin, je ne connais rien à la psychanalyse. Mais là, je te raconte des trucs de bazar, mais non, c'est très révélateur. Le cinématon a pris la place de la télévision à ses débuts. Je me souviens, quand je suis arrivé en France, j'avais une grande-tante qui lisait. À l'époque, il n'y avait qu'une chaîne. C'était en mai 62. Et ma grande-tante disait que la télévision... on ne pouvait rien cacher devant à la télévision, devant une image, enfin devant une caméra télévision, parce que elle captait tous les visages, toutes les expressions, on ne pouvait rien cacher. Je pense que c'est le cinématon qui joue cette fonction actuellement, en étant véritablement du cinéma. D'où le fait que, aussi bien toi que moi, tout en faisant de la vidéo, du numérique, nous continuons à tourner toi le cinématon et moi le journal en Super 8. Et c'est très important parce que cette fonction cinématographique est essentielle dans ce que le cinématon veut dire aujourd'hui, et aujourd'hui plus que jamais. Pour moi, c'est un véritable travail d'archivage, c'est un journal. Alors c'est important à ton avis que le cinématon puisse continuer encore à travers le temps? Je crois qu'il n'y a que toi qui peux décider si ça... Parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Il y aura peut-être des gens qui prendront la suite, mais ce sera évidemment forcément différent, et tant mieux. Parce que le cinématon, c'est aussi le reflet de ta personnalité. C'est ton autoportrait multiplié par des milliers de visages, comme le journal l'est. Et il a encore une fonction, mais il n'y a que toi qui peux décider s'il en a encore une ou pas. Mais si un jour tu arrêtais les cinématons, je pense que ce ne serait pas un drame pour toi, c'est parce que tu l'auras décidé sciemment. C'est comme moi, si tu veux, un jour, j'ai toujours pensé qu'un jour, si j'en avais envie, j'arrêterais le journal. Or, je n'ai pas encore eu ce désir, sauf par des courtes intermittences, mais le désir m'a vite repris, et je pense que le cinématon, à mon avis, fonctionne comme ça aussi. Je suis sinistre, hein. Je disais il y a déjà longtemps que le cinématon est un autoportrait en regardant les œuvres. Bien sûr, c'est un autoportrait. C'est pas par hasard que je t'ai donné le prix Morlock en 1978. Parce que peut-être je trouvais là le premier film miroir de mon journal, d'une certaine manière. C'est forcément un autoportrait. Il parle de toi beaucoup plus que tu ne peux le penser. C'est un autoportrait très, très révélateur. Mais je ne pourrais pas te dire en quoi. De la mesure où c'est toi qui choisis l'angle, c'est toi qui es derrière la caméra, même si tu ne touches pas toujours au bouton. Ce n'est pas une caméra qui marche toute seule. Et je crois que plus le temps avance, plus c'est un autoportrait. Et à ton avis, pour quelle raison certaines personnes, rares il est vrai, refusent d'être dans le cinématon? C'est vrai qu'elles sont rares, j'en connais une ou deux. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, plus. Ce sont que des gens que je respecte énormément aussi. Parce que... Enfin, les une ou deux personnes que je connais sont des gens déjà que j'aime beaucoup et que je respecte. Et c'est un choix qu'ils ont fait.
Parce que c'est vrai que c'est très tentant d'accepter en tant que cinématon, je n'ai jamais refusé. Mais les gens qui ne veulent pas y être, je pense qu'ils ont des bonnes raisons. Ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas, ça veut dire simplement que leur relation avec toi ne passe pas forcément par un portrait filmé. Et je trouve ça tout à fait respectable. Toi, tu avais accepté sans problème que je te filme la première fois. Oui, même les autres fois après aussi. Je suis encore trop narcissique pour refuser. Mais peut-être un jour je te dirai que je n'ai pas envie, mais c'est pas parce que je serai fâché contre toi, c'est parce qu'à ce moment-là je sentirai que je n'ai pas besoin de passer par l'image pour être ton ami. Pour le moment, je trouve un équilibre entre les deux, mais encore une fois, le cinéma n'est pas une thérapie, s'il n'y a pas un acte relationnel, c'est un acte, c'est un spectacle. Et tes cinématons, c'est bien que le journal, du moment qu'on choisit de les montrer à un public, deviennent un spectacle. Quelque part, même si le journal je le fais comme moi, je le conçois également comme un spectacle, pour moi-même et quelques amis, éventuellement. Si tu veux parler de certaines séances de projection des cinématons, notamment à la galerie d'ouverture, et aussi au centre de la Suisse, à la porte de la Suisse, où les séances avaient débordé le cadre de l'écran, où certaines personnes, spectateurs, avaient décidé d'entrer vraiment dans le film, dans une sorte de performance, de théâtre. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'était passé à l'ouverture? L'ouverture, je me souviens pas, à la porte de la Suisse, oui. Mais pas à l'ouverture, qu'est-ce qui s'est passé? À la galerie d'ouverture, donc il y avait une projection fin 78. Je présentais l'intégrale du cinématon, à l'époque il y avait 44 cinématons. Et donc il y avait une salle pleine d'ailleurs. Et toi, ainsi que Jacques Aubois, vous vous êtes mis devant l'écran pendant la projection, en pleine projection. Et vous avez commencé, comme des acteurs, à mimer chaque comportement des personnes qui étaient sur l'écran. Et c'était drôle, mais les gens pleuraient de rire. Et à un moment donné, vous êtes même allé chercher un escabeau, vous êtes monté sur l'escabeau, et même à un moment donné, vous avez fait tomber l'écran, il n'y avait plus d'écran, la projection continuait, et vous étiez donc deux acteurs en train de faire le spectacle. Tu n'as pas de souvenir de ça? Maintenant que tu me le racontes, je me souviens vaguement, mais tu sais, c'est curieux parce qu'il y a des événements aussi spectaculaires que celui-là de ma vie dont je ne me souviens pas, et d'autres plus simples, je me souviens. D'ailleurs, à peu de temps de là, je crois début 79, je ne suis pas certain, j'ai peut-être fait un striptease pour un spectacle que faisait quelqu'un, Stéphane Moncler. Alors, est-ce que toi, tu as souvenir que moi, j'ai fait un striptease? Il me semble, mais je ne me souviens plus très bien. Ben moi non plus. Figure-toi, je me dis, mais j'ai fait un striptease et je m'en souviens même pas. Moi qui suis tellement pudique, comment j'ai pu à l'époque faire un striptease? Et pourtant, je ne suis pas sûr de l'avoir fait. Et peut-être ça existait. C'est un peu pareil. Parce que là, je vais revenir à l'histoire d'ouverture. Le succès avait été tel de cette soirée qu'on avait décidé de la reproduire la porte de la Suisse, qui avait lieu peut-être un mois et demi plus tard. Et en fait, donc là, vous étiez préparés, vous étiez maquillés, vous étiez travestis. Et en fait, ça avait été moins bien que la première fois parce que vous avez voulu refaire une chose. Et c'est ce que dans mon journal. Spontanée. Et dans mon journal, d'ailleurs, je dis. D'ailleurs, si je me souviens de cette séance parce qu'elle était filmée, d'ailleurs peut-être par toi, justement. Dans mon journal, je dis, mon journal est aussi celui des autres, donc je dépasse la caméra. Et on me voit avec. À l'époque, j'avais une énorme moustache et j'avais mis des bas de soie. Chacun a ses tripes. Moi, le travestissement n'est pas le mien. Donc, j'étais pas très à l'aise, mais bon, j'avais des jolis bas, des jambes assez fines, donc ça pouvait. Même très poilu, mais enfin bon. Et donc, j'avais eu un baiser fougueux avec Jacques Aubois. Et je me souviens de cette séance, d'abord parce qu'évidemment, elle a été filmée. Et le film, à ce moment-là, sert d'aide-mémoire, mais surtout parce que je me souviens que c'était moins bien, parce que dans mon journal, je dis, le cinématon, ça ne se prépare pas. Et c'était ça l'erreur, c'est d'avoir trop préparé. Et effectivement, la séance que tu racontes à l'ouverture, je m'en souviens à peine, parce qu'elle était tellement spontanée, je l'ai faite sur le pouce, comme ça, dans un élan, alors que si je l'avais préparée 1 heure plus tôt, je n'aurais même pas osé faire ce que tu me racontes. Alors c'est ça qui est peut-être intéressant, et c'est ça être homologue, c'est-à-dire que
il n'y a de la trace que la mémoire que tu viens de me raconter sur cette séance à l'ouverture est pour moi plus importante que la trace réelle, que j'ai la preuve que j'ai dans le journal. Parce que ce qui est bien dans cette séance, c'est qu'il n'y a pas de trace autre que celle de notre mémoire, et maintenant celle de ce film. Et Cinématon est intéressant aussi parce que c'est un film muet, je dirais même plus silencieux. C'est-à-dire que la bande-son, c'est le public qui l'a fait. D'où la scène que tu racontes à l'ouverture, et où plus tard tu as eu des acolytes qui venaient régulièrement aux séances, je me souviens à l'Épée de Bois ou à d'autres endroits. Ça devenait une espèce de rituel, un film culte. Comme le film The Rocky Horror Picture Show. Alors, il y a une chose très importante, essentielle dans Cinématon, c'est que c'est un film muet, je dirais même plus silencieux. Car la bande-son vient du public, elle se crée à chaque projection. Et c'est en ça que c'est aussi un film, c'est un autoportrait à toi, mais où c'est le public qui joue ton rôle, qui fait ta bande-son, ta voix off, in, dans le film. D'où l'histoire que tu m'as racontée de l'ouverture. En fait, Jacques Aubois et moi avons pris l'initiative nous avons été des comparses, quoi, comment ça s'appelle, des chauffeurs, tu sais, des gens qui sont éparpillés dans la salle et qui font réagir le public. Et c'est là très important. L'autre moitié du film, c'est le public. C'est pour ça qu'un film comme Cinématon, c'est extrêmement difficile de faire des projections privées. Il y a 2-3 personnes. C'est-à-dire que moi j'ai vu des projections tu n'étais pas là. J'avoue que ces jours-là, je n'étais pas très en forme. Bon, d'habitude, j'aime bien un peu lancer les gens, mais je ne suis pas assez bon acteur pour ça. Où il y avait une sorte de silence religieux, et c'est pas plus mal non plus. Il me semble que c'est un film qu'on peut très bien presque voir en solitaire. Parce que pour faire une bande-son, il n'y a pas besoin d'être 40 personnes. Une personne suffit à faire sa propre bande-son. En fait, c'est un journal, donc c'est un film intimiste qu'on peut voir, qui à la rigueur, peut-être, est visible de façon la plus profonde en solitaire. Il y a deux possibilités de voir avec une salle pleine, qui réagit au quart de tour, qui rigole, qui hurle. Mais j'ai vu aussi des salles pleines où personne ne réagissait, et ce n'était pas plus mal. C'était aussi bien que des salles qui rigolent, qui crient. Parce que ça, par exemple, celui de Wenders où il ne fait strictement rien, il y a des salles qui réagissent par rapport au fait qu'il ne fait rien, et d'autres qui sont impressionnés par cette immobilité, cette inquiétude qu'on voit dans son regard. Et presque celui de Godin qui est un des plus délirants, où il y a un gag toutes les secondes, peut être vu devant une salle totalement plongée dans un silence respectueux. Et ça ne veut pas dire que ce ne sera pas comique. Il y a des rires intérieurs. Non, il y a plusieurs façons de voir le Cinématon. Et moi, c'est un film que je pourrais regarder chez moi, seul. C'est comme des tableaux, comme des portraits que tu regardes. Tu peux passer des heures devant, tu peux les passer en boucle. Tu vois, il y a des tas de possibilités, toutes sortes de lectures possibles. Il faudrait presque faire un musée Cinématon où les gens viendraient regarder. Tu sais, il y aurait un écran par portrait, et puis les gens viendraient au sein de leur choix venir tel ou tel portrait. Il y aurait même des gardiens, comme dans les vrais musées, qui serait un vrai musée bien sûr, qui surveillerait que les gens ne viennent pas endommager la copie, l'original. Je pense que si un être humain du futur veut savoir, pour l'instant ce qu'était la fin du XXe siècle, et pour le moment le tout début du XXIe, mais ça ira plus loin,
il n'aura qu'à regarder. Les cinématons sont les archives de notre époque. Ce sont les véritables archives de notre époque. Le portrait de Godard en 3 minutes, on dit autant que bien des documentaires de plusieurs heures sur Godard, par exemple. D'où peut-être ma comparaison brute avec la psychanalyse, c'est-à-dire que dans une séance psychanalyse, tu sais que tu as un laps de temps donné. Il y a des séances qui sont assez courtes. Et les gens savent devant un cinématon qu'ils ont 3 minutes 20 pour s'exprimer. Donc en 3 minutes 20, même quand il ne faut rien, ils donnent l'essentiel d'eux-mêmes. Pour faire une comparaison idiote, un cinématon égale une analyse. Une psychanalyse. Et moi j'en ai fait 4, des cinématons. C'est idiot, hein. Voilà. Les gants sont chics.